sur les participations de l'Alliance urbaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'espère qu'après le midi, c'était possible de concentrer encore un peu, pas facile, après les intéressantes discussions de matin. Je commence aussi avec des images, un peu, mais ce n'est pas le même trois sujets. C'est la participation et la gouvernance urbaine. Et pour commencer, je veux demander vous, pour un petit travail en groupe, un peu à deux, les deux questions. Qu'est-ce que pour vous, parce que vous êtes totalement différentes qualifications ou dans votre situation. Pour moi, et pour nous, pour la discussion, c'est très intéressant de savoir quelles sont les différentes expectations. Vous écoutez les mots participation et aussi gouvernance urbaine. Et je voudrais proposer pour 5 minutes que vous discutez avec votre voisin, les groupes à deux, ces deux questions, et puis nous avons une courte demande de résultats. Après, je continue avec la présentation. Peut-être que ça peut être une phase d'énergie et pas dormir après manger. Ok, 5 minutes. Et les deux et les deux questions. Comment ça va? Si on s'exprime, c'est pas des gens pour des personnes Enfin, est-ce que, par exemple, En fait,
l'intéressement des salariés. Moi, pour moi, c'est resté dans ma tête, c'est ça en fait, c'est une petite histoire qui s'est transformée de parce que finalement, on utilise le jamais quelqu'un qui va faire la participation qui, elles, viennent à chaque fois d'associations, la base de la technocratie est en fait, à la limite, un conseil du quartier pour ne pas avoir d'enfants à bouger. Par contre, des bases qui suivent un dossier précis, qui a sorti quelque part, avec un agenda. C'est fait avec la chance. Évidemment. En principe, c'est Donc en fait, En consultation, en fait, il y avait l'idée de dans les deux sens. Prévenir les gens et puis prévenir les incidents intérieurs. Merci beaucoup pour cette petite discussion entre vous et peut-être nous collecter les résultats. La première question, cette participation, qu'est-ce que sont les associations, les expectations que ça peut être en connexion avec les enfants? Qui veut commencer quelque chose? Moi, je peux commencer en été calme. Non, moi c'était juste un détail au départ, c'est que participation en France, on l'utilise rarement en tant que substantif. On utilise beaucoup participatif, et participation, pour moi, par exemple, c'est un souvenir. C'est Général de Gaulle qui a lancé une opération sur la participation. La participation, c'était l'actionnariat populaire, c'était faire l'intéressement des salariés des grandes firmes. Et donc, c'est rigolo que ce mot en français soit lié en fait à l'actionnariat populaire d'abord avant d'arriver dans la démocratie participative et tout ça. Et du coup, la définition qu'on a mise, c'est faire partie en participation, faire partie d'un processus, d'un flux urbain, politique, qui serait
multiniveaux, enfin plein d'échelles différentes. C'est très intéressant encore les différences avec la langue, la perception, donc démocratie participative, du coup, c'est aussi une liste d'outils en fait, d'outils techniques qui existent, qui sont certains inscrits dans la loi, d'autres qui sont des créations locales. Ça, c'est les techniques formales. D'autres associations, explications? Nous, on est ICAC, parce que nous aussi, on a pensé que la participation, c'est aussi de créer des règles. Mais on a parlé de la fausse participation, en fait. Et on a parlé un peu, par exemple, l'exemple de l'Angleterre, où il y a, par exemple, du census, du questionnaire, et tu peux donner les réponses, tu es invité, et tu peux donner réponses. Tu peux que donner des réponses qui sont selon certaines boîtes. Donc, en fait, tu ne peux pas répondre à ce que tu penses. Tu dois encadrer tes réponses. Organiser. Voilà. Ça reflète un peu ce que nous on a discuté, les échelles de participation qui vient. En bas, on donne de l'information, on manipule presque les résidents pour le faire, donner l'idée qu'on les fait en consulte. Et en haut de l'échelle, c'est prendre la prise de décision des résidents. Donc c'est une échelle des années 70 de Sherry Arnstein. Je ne sais pas si tu vas en parler tout à l'heure, mais ça c'est pas mal comme un modèle de conceptualiser la participation. On a parlé un peu de ça, les niveaux de participation, l'engagement. Avec John, on a très vite trouvé très vite mis ensemble participation et gouvernance urbaine pour donner les questions poser les questions de la démocratie et que ça pourrait peut-être mener à des conclusions sur des questions sur le rapport entre ce à qui le pouvoir est donné et ensuite ce conflit entre ceux qui tiennent le pouvoir officiellement et ceux qui une voix et on discutait des mouvements, des manifestations globales qu'on voit de plus en plus souvent, que ce soit au Brésil, en Turquie et en Suède très récemment. Donc on s'est demandé d'où viennent ces mouvements et pourquoi ils se révèlent partout dans le monde à peu près le même moment. Maintenant plus rien à rajouter. Oui, en fait, on a également décrit le terme participation en relation à celui de gouvernance urbaine, en disant qu'en fait, il reflète une distribution des rôles dans la société et que, d'une certaine manière, la gouvernance urbaine est responsable de l'échelle, du niveau de l'échelle de participation sur le territoire urbain en question. Et je ne sais pas quoi d'autre. Ça rejoint beaucoup de choses en fait. D'autres commentaires aussi pour gouvernance urbaine. Nous, on a parlé aussi de cette question qui participe à la participation et donc aussi, au niveau de fait de la difficulté de mettre en dialogue un niveau très local, donc au niveau des gens et au niveau de leur préoccupation avec ce qui se passe autour d'eux,
et le niveau un plus haut niveau de gouvernementalité qui est celui de l'État, de la région, du département. Et comment faire entrer en dialogue ces deux points de vue, en quelque sorte. On a réfléchi sur un niveau plutôt général. Voilà. Dans ce que sont les hommes politiques prennent les décisions. Et voilà, urbain, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est que les lieux publics ou voilà, Ça c'est aussi intéressant. Chaque groupe a une autre approche ou une autre chose d'approcher les mots. Ok, peut-être. Juste sur gouvernance urbaine. C'est plus une hypothèse. Moi, je le verrais bien comme un processus de concentration des responsabilités dans la fabrication de la métropole, comme un despotisme éclairé. On est très contemporain, en fait, du XVIIIe siècle avec Internet et des gros services techniques. Et du coup, la participation dans ce cadre-là, c'est la fabrique de documents. Et la balance, en fait, l'équilibre avec la concentration des responsabilités. Et puis, une référence, c'est un tout petit livre d'Arjuna Badura aussi qui s'appelle Géographie des conflits. Et le rôle de ces idées, c'est que plus il y a de la démocratie, plus il y a des conflits. Contrairement à l'idée donc à appliquer dans nos cas respectifs. Bon, par exemple, ce projet d'aéroport qui a subi toutes les étapes en fait, légales et paralégales mises en projet. Ça c'est une bonne idée, une bonne promo. Parce que je peux directement adapter sur ça comme géographie du conflit. Parce que ça, c'est aussi une des idées d'où je viens avec les participations et gouvernance urbaine. Mais bon, pour moi, c'est vraiment très intéressant d'écouter, comprendre les mots des différents pays, comme la France, réglées formales, formes de participation, c'est pas ça, pas la même chose à l'Allemagne. On prend des mots plus ouverts pour les trucs informales ici. Et aussi, ce sont que vous connectez les gouvernances, par exemple avec la question c'est public ou c'est privé, l'espace, la question des espaces, c'est très intéressant, je crois. Ça, c'est un mouvement dans les discussions théoriques, c'est changé. Et c'est aussi un peu différent, dépendant de quel pays on discute. Aussi, la gouvernance, le mot gouvernance, par exemple dans le pays comme l'Angleterre ou les États-Unis, c'est le mot normal pour les questions de gouvernement et tout ça. Mais l'Allemagne, on a appris ça pour avoir une nouvelle approche qui est moins formale, qui est plus ouverte pour les formes informales des nouvelles approches de participation ou de gouvernance. Et ça, c'est un peu différent entre les pays. Mais je commence avec la présentation et je commence avec les conflits. Si on parle de banlieue ou de développement urbain, on a des espaces de résistance, on veut dire. Ce sont des espaces qu'on n'a pas sur la
carte où on n'a pas vu avant, mais à un moment, comme Gezi en Istanbul maintenant, le nouveau espace de la ville vient dans les discussions. Et par exemple, c'était Londres, les révoltes à Tottenham ou à Paris, dans les banlieues, à Hambourg. Et je vais après présenter quelques approches de comment faire une participation, une discussion sur la ville, sur la future, sur l'avenir de l'île, dans quelques exemples. Et peut-être nous pouvons après discuter un peu ce que ça veut dire pour le banlieue, que vous pensez qu'on peut faire pour avoir une innovative gouvernance urbaine dans le banlieue. Ok. Je viens de mouvements de protestation contre, ce sont à l'Allemagne par exemple les grands projets, ce sont dans la discussion très fort, c'est l'aéroport aussi à Francfort, mais aussi à Munich et maintenant à Berlin. Tous les aéroports sont des focus de manifestation ou de discussion, de démonstration, protestation. Et le plus public c'est Stuttgart. Stuttgart 21, c'est un projet de trafic. Et là, on a eu un grand débat, une grande protestation. Et c'était très spécial pour l'Allemagne. Vous voyez ça là-bas, c'était la gare et tous les trucs autour de ça. Et on est arrivé avec un tour change de politique dans cette pays de l'Allemagne, en sud de l'Allemagne. On veut dire c'était vraiment une situation exceptionnelle en Allemagne. Et après ça, les politiciens ils ont dit c'est dangereux. S'il y a des protestes sociales dans un pays très conservatif, dans le sud de l'Allemagne, comme ça, si c'est possible, on doit réagir. Et depuis 2 ans, on a beaucoup de discussions, par exemple, à l'Allemagne sur une nouvelle forme de gouvernance, une nouvelle forme d'intégration des gens dans les décisions. Mais aussi, on trouve ça, si on voit comme les banlieues, Londres, Tottenham, c'était des protestations, ou ici encore à Hambourg, on a ça pour les gentrifications, c'est-à-dire que habiter est plus cher et les habitants ne peuvent payer pas. Pour ça, il y a des protestations. Ici, c'est un quartier mieux pour rénovation et on a eu une protestation contre ça. Et ça, c'était la situation initiale pour une discussion dans toute la ville sur la question de habitation, dans la ville, qualité de vivre dans la ville et tout comme ça. Et on dit les images, mais certaines images de banlieue, où normalement Taksim, place Taksim à Istanbul, ce sont des locations où on peut dire qu'il y a des mouvements sociaux qui sont très forts, qui sont là. S'il y a un conflit, et la question c'est tout le temps ce que ça veut dire pour le développement de la ville ou aussi pour le développement d'un quartier. Que faire? Qu'on peut faire si on voit le développement d'une ville? Un exemple, ça c'est Helsinki, donc à Finlande. Ils ont commencé un processus de vision pour l'avenir de 2050 ici. C'est un peu, on peut dire un peu comme le Grand Paris,
non, c'était différent parce que ça c'était une compétition internationale avec beaucoup d'équipes qui ont travaillé. Ça c'est un peu pareil comme le Grand Paris, mais on a fait un procès avec un grand dialogue avec les groupes et les personnes dans la région, avec les politiciens, avec les gens de société, pour avoir un processus de mise en œuvre, pour prendre des résultats dans les politiques normales. C'est très intéressant. Et ça, c'est une vision de Helsinki 2.1. Une journée de superdiversité. Et ça, c'est une vision très intéressante parce que c'est totalement différent de toutes les visions urbaines. Les autres visions étaient un peu comme ça. Les images futuristiques, mais pas très, je veux dire, pas montrer la vie. C'est une installation, je veux dire, technique. Mais beaucoup de people comme architectes et gens comme ça, ils aiment des images comme ça. Mais une journée de superdiversité, c'était il voulait montrer qu'une ville, c'est une situation de diversité. Et l'idée pour l'avenir, c'est trouver des chemins d'adapter et avoir une bonne vie avec toute cette diversité. Et super diversité, ça c'est l'idée après ça. Mais c'est difficile de montrer sur une carte. Et pour ça, ils ont pris cette carte ou cette déjà qui est critiquée par les architectes et comme ça parce qu'ils disent qu'est-ce qu'on voit là, les gens, les projets, les situations. Peut-être c'est une mission pour une ville dans l'avenir. C'est plus ouvert. Ce n'est pas les grands projets, les grands designs, mais ce sont les gens, les groupes qui doivent vivre ensemble. Qui doivent trouver les possibilités de vivre ensemble. Ça, c'est l'idée de journée de superdiversité. Un autre exemple c'est Next Hamburg. C'est un laboratoire d'avenir. On travaille avec les citoyens pour une ville renouvelée, c'est-à-dire on discute les projets, des situations qui sont en discussion au moment où on a des changements et on essaie de trouver des solutions. Il transporte les solutions vers la politicien. Ça c'est l'idée, c'est une plateforme de citoyenneté. On travaille ensemble avec des modèles, comme ça les organisateurs sont les architectes ou les urbanistes, mais il veut avoir le dialogue avec les citoyens. Ça, c'est le but. Avoir des dialogues virtuels dans l'Internet, ils sont très avancés avec ça, et aussi les dialogues face à face, directement avec les gens. Et l'idée, après ça, c'est un concept de co-création, d'avoir travaillé ensemble, d'experts avec les citoyens, travailler dans les quartiers. Un troisième exemple vient aussi de l'Allemagne, mais l'origine est un peu différente. Parce que
le droit à la ville, c'est un groupement, un mouvement. C'était nouveau en Allemagne depuis 2-3 ans. Et aussi, c'est une plateforme de citoyennes, mais des groupes de protestation qui on a l'origine. C'est aussi la protestation contre les prix de habitation et le problème dans les villes que les centres sont plus chers et les gens pauvres ne peuvent pas habiter dans le centre et c'est une ville ségrégée. Pour ça, il y avait cette Recht auf Stadt, droit à la ville, et le sociologue de l'urbain Henri Lefebvre, son livre Le droit à la ville, ça c'était l'idée aussi pour le nom, parce qu'on a trouvé beaucoup des idées dans ce livre, et encore, c'est encore l'image d'avant. Cette situation à Hambourg, c'était ça, on a commencé la protestation et maintenant c'est un groupement autour de 60 groupes à Hambourg qui sont engagés contre cette question de habiter, contre les prix pour habiter. Et les questions sociales qui sont connectées avec ça. Et c'est aussi un mouvement, c'est maintenant à Berlin, à Munich, c'est-à-dire ce sont les grandes villes en Allemagne qui ont les groupes de droite à la ville maintenant, parce que ce sont les problèmes partout. Quelquefois c'est dans le nord. Bon, si on voit les problèmes, si on voit les 3 exemples, mais on peut discuter beaucoup des autres exemples de votre pays. Si on voit maintenant les banlieues, par exemple quelques images, on verra tout ça, au moment de fameux. Une image d'un film. Où ici, à Bonny, les jeunes. Qu'est-ce que l'avenir? Ça, c'est la question pour les urbanistes. Il y a des questions comment développer l'avenir d'une ville. Ça, c'est tout le temps la question. On veut changer quelque chose et un groupe d'urbanistes peut changer aussi les conditions, les situations sociales, les problèmes. Pas tous les urbanistes, mais quelques intéressés dans les questions sociales aussi, ou économiques aussi. Si on voit, par exemple, d'une bonne gouvernance ou une gouvernance urbaine bonne, qu'est-ce qui est important? Ça peut être, et ça c'est une question, ça peut être construire un contre-pouvoir. Parce que nous avons parlé de pouvoir, de gouvernance, c'est une question de pouvoir. Qui a le pouvoir de parler de métropole, le concept de métropole, que ça c'est un changement de pouvoir, de concentration. Qu'est-ce que ça veut dire pour les banlieues? Est-ce que c'est possible de construire un contre-pouvoir qui vient de banlieues, un contre-pouvoir à l'échelle abstracte, comme tu as dit, à l'échelle du pouvoir Île-de-France ou Paris ou peut-être France? C'était des protestes peut-être, c'était contre-pouvoir, mais c'était des protestes. Protestation, des protestes jeunes, mais comment organiser ça, comment vraiment être un contre-pouvoir. Très important peut être la question de comment avoir, de faire entendre que les politiciens, le système politique
et la possibilité d'entendre ce qui se passe en banlieue. Est-ce que c'est possible d'avoir une construction que c'est entendre les problèmes, entendre les groupes, entendre les contre-pouvoirs à l'échelle de Paris ou de l'Île-de-France ou de Paris. Et une question pour la bonne gouvernance, c'est tout le temps qui, et nous avons discuté ça aussi le matin, qui fait les images. Et aussi ici, qui participe, qui est dans les processus de bonne gouvernance. C'est normalement le politique, c'est l'administration, ce sont très forts les acteurs économiques. Ils ne sont pas très visibles, mais ils sont dans le procès. Quelquefois, ce sont l'université ou les chercheurs, mais ils sont pas très forts. Et la question, c'est les citoyens. Comment est-ce que c'est possible d'intégrer les citoyens dans ces processus de construire l'avenir et aussi implémenter ces idées? Quelques modèles, on peut réfléchir. C'est le co-creating, la co-création. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le banlieue ensemble, dessiner la banlieue ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire? Ensemble, c'est qui encore? C'est une question très importante parce qu'il y a beaucoup de groupes dans le banlieue. Si on invite pour un soir de discussion, on peut dire avant que quelqu'un ne veut pas être là. Qu'est-ce que ça veut dire faire ensemble? Comment est-ce que c'est possible d'avoir beaucoup de groupes dans un processus comme ça? C'est aussi la question comment organiser le dialogue avec l'administration et les politiciens qui sont responsables. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible aussi pour les groupes dans le banlieue? Est-ce qu'ils veulent parler, avoir le dialogue avec ces gens? Parce que c'est pas... Peut-être que c'est pas normal pour eux de discuter, peut-être qu'ils veulent faire les protestations, mais pas discuter avec les politiciens. Et la question est, quelle nouvelle forme de collaboration on peut trouver, on peut construire? Parce que ça, c'était très intéressant. Si vous dites participation, ça c'est le mot pour les processus formels, réglés. Qu'est-ce que peut être les processus innovatifs? Peut-être pas participation, peut-être engagement des citoyens ou auto-organisation, mais qu'est-ce que ça veut dire pour les banlieues qui le fait ou comment le faire? Participation citoyenne, je dis. Et aussi une question, c'est le partenariat public-privé. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, les acteurs économiques, normalement, ils veulent avoir quelques trucs qu'ils ont besoin, mais ils peuvent aussi être partenaires des groupes de citoyens. Si on fait des formes d'organisation, des collaborations. Mais ça, c'est une question. Il y a aussi des gens qui disent non, c'est dangereux, on ne veut pas. C'est une question de responsabilité sociale des entreprises, si on peut trouver des solutions. Ok, ça, ce sont beaucoup de questions, pas des solutions. Être créatif, ça c'est peut-être une possibilité pour les banlieues, et c'est-à-dire, et ça c'est la question pour conclure, avoir découvrir ensemble une bonne gouvernance pour le banlieue, que peut être des solutions innovatives, créatives, peut-être en connexion avec les idées que nous avons discutées hier, ce matin, et
le reste de semaine, parce que ça c'est de mon but très important de voir les questions de gouvernance en connexion avec les trucs qui sont dans notre programme cette semaine, dans définir les autres disciplines et votre discipline. Ok, ça c'était mon présentation et maintenant je voudrais aimer bien de discuter ça, mais aussi des questions. Est-ce que tu peux juste revenir sur l'image d'avant? C'est juste pour un détail linguistique. En fait, partenariat public-privé en France, c'est très connu, puisque ça correspond à une opération de construction d'un équipement public par un entrepreneur privé qui va l'avoir en concession et le louer à l'État pendant 40 ans. Par exemple, là, typiquement, le mot il est piégé, il faut trouver une autre forme pour le dire. Enfin, je pense que c'est pas ça que tu penses. Donc, ce mot-là, par exemple, on a déjà en français. Donc, comment nommer une collaboration entre les privés qui ne soit pas un PPP, puisque le PPP, il est même un objet de conflit, l'État en a annulé certains. Parce que même le vocabulaire est peu disponible, en fait. C'est un peu la même en Allemagne et plus récent. Le mot n'est pas très bien pour cette idée. In terms of participation, you began the discussion by giving examples from across the world of riots and protests. And it seems to me that that's a crucial distinction that is worth exploring. I don't think you can lump them together. For example, in Tottenham, the riots were about consumption. Looting. It was on Facebook. What appeared while the riots were happening were shopping lists of loot-worthy shops. So there was a list, and people could go to this place and loot it because there were good TVs or whatever. It doesn't seek to have a voice at all, I don't think, apart from the action of consuming. Protest is altogether something else, another phenomenon, and I think it has precisely to do with the right of winning a voice for yourself in a system or a democratic process which, or at least this is the feeling perhaps that motivates it, of a democratic system which has dispossessed you, or you feel dispossessed within that system. It's also, in contrast to consumption, would be more about having involvement in being, as you say, creative in terms of the economy, of renegotiating the terms of sort of economic interactions and transactions. So I was wondering what your thoughts were on this separation between rights. Est-ce que c'est possible de parler aussi en anglais un peu, ou est-ce que c'est difficile pour quelqu'un qui non parle anglais? En fait, John m'a demandé de faire une petite introduction, mais l'interprétation simultanée, c'est pas mon truc, et ensuite il a fait un commentaire très riche, très complexe, une version, et bon, a demandé des questions très intéressantes. Mais bon, heureusement, on en a parlé un petit peu d'abord, donc je vais faire, je vais faire une introduction très vite, et je m'excuse d'avant, John, que votre discours ne mérite pas ce que vous pouvez en produire, mais de toute façon, il parle il demande à Jörg, alors il indique qu'en fait, il ne croit pas qu'on pourrait regrouper ensemble toutes ces formes de manifestations différentes, surtout et John a parlé de manifestations où les émeutes à Londres par rapport aux manifestations
au Brésil, en Turquie, où ça a été une question de voix publique, où ils voulaient manifester contre leur manque de voix, le manque de pouvoir du public. Alors qu'à Londres, ça a été, semblait être une toute autre question. C'était une question d'émeute, c'était une question peut-être même un peu de violence, mais aussi une question peut-être un peu ludique, une question d'avoir droit à consommer plutôt qu'avoir droit à une voix publique. Et alors, il a fait la distinction entre ce qui est d'un côté un besoin de pouvoir public, d'une voix publique, et de l'autre ce qui était une autre sorte de manifestation, peut-être, mais une émeute plutôt violente. Donc, John, surtout, il est de l'avis que ce serait dangereux de mélanger ces deux registres. C'est une très bonne question. Peut-être Jean, tu as raison, on ne peut pas mixer les positions. La question de planification urbaine ou de urbanisme, tout le temps, si les phénomènes comme ça, il peut avoir des raisons économiques ou sociales, et si ça peut être le cas, c'est la question si on peut trouver quelques formes de collaboration ou de coopération avec les citoyens qui peut trouver des solutions pour ça. Mais certainement, ça Tottenham, c'était peut-être un cas très spécifique. Mais l'autre exemple, c'était dans cette lien des conflits sociaux et politiques. Est-ce que je pourrais demander de vous parler un petit peu du rôle le rôle des urbanistes dans le gouvernement, dans les gouvernances. En fait, quel est le rôle des urbanistes? Est-ce que c'est pour conseiller? Est-ce que c'est pour dialoguer? Ou est-ce que c'est possible en fait de militer en tant qu'urbaniste? Est-ce que c'est possible de militer ces choses auxquelles vous croyez? C'est différent. Il y a des rôles un peu comment on comprend l'urbanisme pour ça dépend des personnes. Il y a des urbanistes qui disent je suis expert pour l'urbanisme et je fais le design. Et pour ça, on va bâtir le quartier comme ça. Et je ne suis pas intéressé que les urbanistes. Mais ça, c'est eux qui parlent d'urbanistes et il y a des autres. Et ça, c'est aussi une groupe très fort qui disent non, l'urbanisme, ça, c'est un métier très, je veux dire, social. Et on doit travailler ensemble avec les gens qui habitent. Et pour ça, on a développé beaucoup de formes de participation, par exemple, comment faire participation. On a les États-Unis, on dit empowerment of youth. Capacitation. Les personnes utilisent parce que personne ne peut le dire. Empowerment. En fait, les gens utilisent plus facilement pour Ok, et si un urbaniste travaille comme ça semble un peu comme un travailleur social. Ça, c'est, il y a beaucoup d'approches pareilles avec les travailleurs sociaux qui sont dans les quartiers. Mais avec les disciplines urbanisme dans le thème. Ça, c'est l'expertise. Mais aussi, il y a beaucoup d'urbanistes qui travaillent dans le secteur avec l'économie locale, par exemple. Je pense que c'est connecté avec
avec les structures bâties. Et ça, c'est pour la question. Ce ne sont pas seulement les bâtiments, mais ce sont les gens autour du bâtiment qui sont importants. Et comment on fait ça ensemble, ça c'est la question. Merci beaucoup pour la question. Moi, je suis très intéressée par cette notion de bonne gouvernance, surtout dans les quartiers comme dans la banlieue, les quartiers défavorisés, les gens qui ont vraiment des vies difficiles, des vies dures à vivre. Ils ont peut-être 25% de chômage, ils ont des niveaux de précarité c'est difficile à vivre. Et comment les faire, comment impliquer ces gens dans un processus de bonne gouvernance? On est tous d'accord que c'est bien d'impliquer les résidents, les citoyens, mais en fait, quand les gens sont tellement préoccupés, peut-être ils sont sans logement ou presque sans logement, avec pas d'argent pour faire manger les enfants, comment vraiment les faire impliquer dans ces processus. Par exemple, une stratégie pour un quartier dans les 10-15 ans à l'avenir. Ils sont vraiment, c'est pas leur préoccupation, c'est le logement, c'est de l'argent, c'est le boulot, c'est ça leur. En fait, c'est une question que je me pose dans mes recherches. Et donc, il n'y a pas de solution. Je cherche pas, je pose pas une question pour une réponse précise, mais c'est juste, c'est vraiment difficile. On a ce concept qu'on cherchait de bonne gouvernance, d'impliquer les résidents, et finalement, comment faire avec ces conditions, avec ces peuples-là qui sont tellement perturbés par la situation aussi. C'est une très bonne question. On peut l'ouvrir dans le débat. Juste une toute petite réaction à ça. Je pense à quelque chose d'un contexte un peu différent. Parce que notamment hier, on était à Bondy pour assister à l'atelier de théâtre. Donc il y avait, à part Sophie Tonneau, il y avait deux travailleurs sociaux, dont l'un est originaire du quartier de Bondy. Et donc qui nous a dit, donc il fait aussi des projets de théâtre avec les enfants, et il a dit, pour lui, ça n'a aucun intérêt d'être acteur lui-même, par exemple, de se professionnaliser en tant qu'artiste, mais de transmettre son savoir, ses expériences qu'il a faites aux ados et aux enfants. Et donc, on pourrait peut-être penser dans ces termes-là de chercher des gens qui peuvent agir comme représentants ou porte-parole de la communauté, des gens donc, qui partagent cette expérience, mais leur donner une fonction officielle dans le processus avec un travail rémunéré, etc. Parce que ça peut connecter en fait la fonction publique et l'expérience privée en quelque sorte comme multiplicateur, intermetteur. Il allait vraiment, juste pour préciser, il allait chercher les jeunes, lui et son collègue, ils vont chercher les jeunes dans la rue pour leur faire du théâtre. Ils ne sont pas juste ouverts, on peut faire du théâtre avec vous, ils savent très bien que ça ne suffit pas. Et justement, le but pour eux, c'est d'atteindre ceux qui n'ont pas la curiosité au départ, qui s'ennuient tout l'été, qui errent et qui ne savent pas quoi faire. Il va les chercher dans la rue. Et ça fonctionne parce qu'il est quelqu'un d'entre eux. Il fait partie de leur groupe, en quelque sorte. Ils le connaissent tous. Il connaît les grands frères, les parents, etc. Et en même temps, les gens de la mairie le connaissent aussi. Et donc, c'est pour ça que ça fonctionne tellement bien, apparemment. Oui. Et c'est quelqu'un qui est vraiment... Donc, il n'est pas juste animateur. Il a suivi des cours pour Florent. Il a vraiment... il a été dans des écoles de... Ça a été un véritable acteur, mais une fois qu'il a eu son diplôme, en fait, pour lui, c'était évident qu'il allait mettre à disposition son savoir pour le partager dans sa ville.
Et c'est une idée qui fonctionne peut-être de la même façon pour les projets de gouvernance urbaine, de planning des villes, etc. C'est des gens spécialisés mais qui connaissent bien l'endroit quand même. Et peut-être cette organisation-là, avec le théâtre, peut-être c'est déjà une part de gouvernance, de bonne gouvernance. Parce que c'est une question d'organisation des gens dans les quartiers. Plus directement discuter de planification, mais que là, il y a des idées ou des énergies pour le quartier. Peut-être que ça, c'est une question. Certainement, il y en a. Je pense que c'est ce qui se passe aussi un peu à Saint-Denis aussi. Avec par exemple la ville qui est là, mais les associations par exemple autour du hip-hop qui sont là, qui organisent. Bon, je sais qu'en octobre-novembre, il va y avoir une grande manifestation et c'est toutes les associations des différents quartiers qui participent. C'est-à-dire la ligne 13, c'est une part de bonne gouvernance. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est une question. Peut-être il y a des autres. Donc, moi, ce n'est pas vraiment une réponse, c'est surtout pour revenir sur le processus, la manière d'élaborer la bonne gouvernance. Comme il a dit tout à l'heure, en Europe, récemment, il y a eu des vagues de protestation dans la démocratie. Et la question centrale, c'est quels sont les points communs à ces conflits que vous avez évoqués, et aussi quel est le processus mis en place. Parce que la bonne gouvernance implique le pouvoir, ceux qui n'ont pas le pouvoir et ceux qui n'ont pas. Et ceux qui n'ont pas le pouvoir, ils essaient d'accéder au pouvoir, aux ressources. Pour la bonne gouvernance, il est tout à fait important d'identifier un peu les besoins de ceux qui n'ont pas de pouvoir. C'est-à-dire, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est empowering. Ils n'ont pas le pouvoir, mais ils veulent une parcelle du pouvoir. Mais dans la bonne gouvernance, quels sont les processus mis en place dans certains pays, pour impliquer et identifier surtout des besoins? Parce que ce n'est pas nécessaire que les institutions du pouvoir y comprennent les besoins de ceux qui n'ont pas le pouvoir. Donc, comment créer cette connexion? Parce que vous avez parlé d'urbanistes. Le problème des banlieues, ce n'est pas nécessairement un problème d'urbanisation, mais peut-être c'est un problème de partage du pouvoir, un problème d'accès aux ressources, un problème de sécurité, un problème d'être visible en même temps, comme vous avez dit, super diversity. Donc, une urbanisation qui reflète toutes les sensibilités démocratiques. Je connais quelques exemples où les quartiers ont des ingénieurs sociaux qui font la même travail comme dans ce cas des urbanistes. Mais ça peut être différent dans les pays, ça dépend du lieu. Mais ce ne sont pas seulement les urbanistes, c'est absolument vrai. Ce sont aussi les autres institutions sociales, institutions culturelles qui travaillent dans le métier de hip-hop et communiquer les besoins. C'est ça que c'est nécessaire, ça c'est que tout le monde. Et la question, les grandes questions tout le temps est si le système politique et administratif, c'est comment on peut dire, si on écoute, s'il y a des possibilités d'intégrer savoir le problème, connaître le problème dans les politiques. Ça, c'est aussi une question de pouvoir. Pour ça, je pense que c'est très important de créer des contre-pouvoirs de bon lieu, parce qu'ils ne sont pas très forts dans les échelles politiques abstractes, comme Paris ou Île-de-France, je crois. Mais ça, c'est comme il est en Hambourg. On a discuté par exemple en Hambourg, aussi en ville journal, on peut dire, on discute des
centre d'Hambourg tout le temps. Il y a beaucoup de problèmes de discuter sur le centre d'Hambourg et les gens qui habitent là. Mais on ne trouve pas les thèmes de banlieue. On a aussi les bâtiments grands et on appelle ici les grands bâtiments sociaux. À banlieue d'Hambourg, vous ne trouvez pas des discussions sur ça, les problèmes sur ça dans les journaux et dans les médias. Et parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir, qu'il faut assez fort pour montrer ça et pour faire ça un sujet important pour les politiques. C'est une question de l'administration et des disciplines différentes, mais aussi c'est une question de auto-organisation des contre-pouvoirs. Comme les lignes 13, c'est hip-hop, avec les démonstrations, les protestations. J'aimerais avant vous parler quels sont les points en commun entre les différents mouvements de protestation. Avant, vous avez parlé des mouvements de protestation contre les grands projets. En Italie aussi, c'est pareil, il y a un mouvement de protestation contre un tunnel entre l'Italie et la France contre un projet de TGV pour les réseaux du train. Et vous avez parlé des protestations sociales. Donc il me paraît intéressant, une caractéristique commune, c'est la participation des jeunes. La participation des jeunes en Italie. La participation des jeunes, oui, voilà, dans les banlieues françaises, ils disent que les effectifs, qu'est-ce qu'il y a mieux. La participation des jeunes en Turquie et dans le Maghreb. Voilà, peut-être il me paraît intéressant de s'interroger pour faire participer les jeunes dans le processus de gouvernance. Ça, c'est très intéressant. Tu as absolument raison. Ce sont les jeunes qui sont très visibles et très forts. Nécessaire. Peut-être que c'est un manque d'avenir. Peut-être que c'est une volonté de dire, de faire sentir leur voix parce qu'ils n'ont pas d'avenir, parce qu'ils souffrent du manque de voix, de visibilité, surtout en ce qui concerne les émeutes, je pense, 2005, ici en France, dans le banlieue. Je me pose cette question. Est-ce que vous pensez pourquoi est-ce que les jeunes sont très forts dans les protestations et qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir des banlieues? Oui, dans le cadre dans le courant des émeutes, certains ont dit que dans les années 80 c'était des émeutes de l'espoir et celles de 2005 celles du désespoir. En fait, on peut voir ces émeutes comme une forme justement de contre-pouvoir, comme une forme de résistance, d'appropriation de l'espace, etc. Mais dans le cas de 2005, ça n'a pas vraiment marché parce que le gouvernement a tout fait pour rendre illégitime justement la portée potentielle politique que ça aurait pu avoir. Du coup, c'est devenu une protestation de niveau zéro, qui est juste « entendez-nous », mais on n'a pas de message précis. Voilà. Entendez-nous, regardez-nous, on est là, on brûle, parce que de toute façon, on n'a pas le capital engagé ou politique pour pouvoir s'y prendre de la manière traditionnelle. Peut-être que dans le cas de Bondy, parce que justement, le Bondy Blog, c'était ces journalistes suisses, je crois, il me semble que ça a démarré pendant les émeutes, en fait. Ils sont venus en 2005, justement. Voilà. Et peut-être que Bondy, au départ, avait une gouvernance plus solide, déjà que d'autres peut-être communes, et que du coup, Bondy a pris conscience de ce conflit de 2005 pour faire beaucoup de progrès, pour considérer le développement à long terme, etc., pour s'investir dans sa jeunesse, etc. Mais dans d'autres cités, par exemple, ça n'a pas aussi bien... ça n'a pas vraiment marché parce que la politique du moment, en fait, a vraiment tout fait pour que leur expression échoue. Et on les a vus, on les a entendus, mais après, voilà quoi. Oui, je crois qu'en 2005, en fait, c'est né
d'un événement, c'est Oui, l'électrocution oui. et Bien sûr. le fait qu'on a donné la voix uniquement à la police, le gouvernement a relayé, les médias ont relayé, mais on ne les a pas entendus, et la vérité, puisque maintenant a été complètement déformée. Et je pense que c'est une révolte, faire entendre sa voix contre la voix parce qu'elle n'est pas entendue. Voilà. Et parce que, justement, une révolte, parce qu'ils n'ont pas de voix. Sur le fait qu'il n'y ait pas de voix ou entendu que à travers les élus, il y a des démarches quartier, enfin des réunions de quartier à Saint-Denis comme ailleurs, régulièrement, plusieurs fois par an. Un appel aux habitants, venez discuter de tel ou tel truc. Et à Saint-Denis, j'habite un peu à Angers, moi aussi j'y vais, je m'y rends, dans les quartiers qui ne sont pas les miens, forcément. Et la représentation de la jeunesse, elle est mieux. Ouais, voilà. Ouais. Ils ne sont pas là. Ouais. Moyenne d'âge, 45, moyenne d'âge, 50 ans plus, quoi. C'est-à-dire des gens qui ont du temps, ou qui ont envie de prendre le temps, pour leur quartier. Je ne parle pas simplement de quartier défavorisé, je parle du quartier, voilà. Il n'y a pas un jeune de 18 ans, ni même de 25 ans, qui se déplace pour écouter une assemblée comme ça, discuter de, je sais pas, moi, le projet de la bibliothèque ou le projet du feu rouge qu'on va enlever. C'est pas leur problème. Enfin, en tout cas, ça ne l'est pas. J'aime pas. Alors, hier, j'entends j'étais pas là, mais des jeunes qui n'osent pas parler en public, etc. On peut aussi penser que y a cette gêne de s'exprimer, un regard qu'on risque de porter sur eux, je sais pas, mais en l'occurrence, ils ne sont pas là. Quoi. Quand on peut leur donner la parole, quand on peut, j'ai rien, j'ai pas de... Non, c'est absolument le problème qu'il y a une protestation et on a beaucoup de jeunes. Mais si on veut intégrer les jeunes dans les structures démocratiques quand ils sont là, c'est absolument ennuyant et ils ne veulent pas participer. Mais c'est-à-dire comment changer les institutions. Et pourtant, ça marchait dans le Bondi Blog, parce que là, oui, effectivement, c'est... C'est ce que j'allais dire. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Ceux qui ont le pouvoir, ils n'ont pas l'air de comprendre le langage des administrés. Par exemple, je disais tout à l'heure, les jeunes d'hier, ils avaient du mal à s'exprimer. Mais ils ont d'autres façons de s'exprimer. Ils peuvent s'exprimer à travers la musique, Internet. Parce que maintenant, la bonne gouvernance, ce n'est plus faire des réunions. Un enfant peut donner son point de vue. Par exemple, en Australie, il y a des consultations, par exemple. Il y a des processus qui sont... Par exemple, même pour l'école, il y a des processus qu'il faut suivre. Une étude, une consultation en ligne, on peut contribuer, après on met en commun des contributions pour faire une politique. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a cette approche très paternaliste et très endoctrinée, où ça vient de façon générale. Et je crois que il y a un déphasage entre ce que les politiques préconisent, qui n'est pas toujours ce que les jeunes veulent. Et de façon fondamentale, juste pour terminer, les mouvements de protestation qu'on voit, c'est plutôt une exclusion. De plus en plus les jeunes, comme quelqu'un disait tout à l'heure, il y a un problème d'avenir. Est-ce que je dois aller à l'école, si je vais à l'université, j'ai un diplôme, si je vais trouver du travail? Et souvent, c'est le désespoir qui fait... parce que quand il y a eu, par exemple, une économie qui marchait très bien, donc, il y avait moins de révolte. Mais avec la massification du problème social, ce n'est plus maintenant un problème de groupe, mais c'est un problème relativement partagé. Alors ça devient beaucoup plus spontané. Donc je crois qu'il ne faut pas perdre de vue l'aspect d'exclusion, mais aussi le manque d'avenir, ou bien un avenir incertain, ou bien un avenir qui n'est pas très clair. Je ne veux pas du tout couper le débat, mais je regarde le monde et le temps passe et on a des choses après. Peut-être on peut prendre encore quelques questions. C'était Elise et toi. Et
Non. Non, moi je voulais dire que c'est... Bah, faut aussi voir que dans des villes comme ça, dans les quartiers, au moment où on doit voter, il y a une abstention hallucinante. Donc c'est aussi... Oui, justement pour... en fait, le problème majeur, c'est en fait l'absence d'intérêt pour la politique, mais pour expliquer cette absence d'intérêt pour la politique, c'est d'abord, il y a un problème démographique quand si la population d'une communauté est faite surtout de jeunes qui restent entre eux, etc. Déjà, ils perdent un contact avec les autres générations. Enfin, voilà, il y a un problème démographique. Le deuxième problème, il est un peu dans l'air du temps, où on s'intéresse, on est de moins en moins politique en général, parce que, pour diverses raisons, et on est de plus en plus individualiste. La gauche, qu'est-ce qu'elle est devenue? Voilà, je veux dire, c'est aussi général, parce que c'est pas seulement dans les banlieues où on s'intéresse moins à la politique, mais peut-être encore plus, parce que justement, on sait que ça mène à quoi? Est-ce que ça va changer? Dans les années 80, ils ont essayé. Est-ce que ça s'est amélioré? Pas vraiment. La gauche et la droite, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Bon, peut-être on peut... Le jeune, là, je trouve que le point commun, par exemple, entre Notre-Dame-des-Landes, le TAV et puis les banlieues, c'est plutôt le côté intergénérationnel, en fait. Après, en fait, il n'y a pas de jeunes de banlieue à Notre-Dame-des-Landes. Hein. Il y en a très très peu. C'est vraiment des segments qui s'ignorent relativement beaucoup. Par contre, il y a une vraie structure intergénérationnelle très intéressante, et je pense que dans les quartiers, c'est pareil. Hein, et les jeunes, en fait, exercent principalement une violence physique, une résistance physique. Et les autres générations, elles exercent différents modes d'expression, de soutien, explicite ou implicite. Mais en tout cas, moi je vois l'intergénérationnel, et je trouve que même dans les quartiers, c'est pas exprimé comme ça. Et puis juste revenir sur deux choses, moi je pensais que en fait on construit des tas de dispositifs dits participatifs, mais en fait j'en vois deux en fait qui existent déjà, c'est les écoles primaires, il y en a vraiment partout, et puis c'est la police, il y en avait partout, il y en a de moins en moins. Et je trouve que c'est deux formes de l'action publique en fait qui évoluent très mal, très peu. Il n'y a qu'à voir la promesse de Hollande qu'il n'est pas capable de faire sur un simple avis de contrôle d'identité, donc une promesse non tenue, ou bien la forme scolaire française qui est incapable d'évoluer. Donc on a des outils qui ne servent pas, enfin qui servent à reproduire les tensions. Et la forme scolaire, je pense, est particulièrement riche de potentiel et pour l'instant souvent contribue à... D'ailleurs on les brûle aussi. Bon, peut-être on va terminer là, on peut toujours continuer d'en discuter en baladant ou éventuellement demain matin pendant la séance. Donc, on remercie à Lyon d'avoir publié et on va passer à Ed et John pour faire une brève présentation assez de la balade. Voilà. Donc, le sens grec de l'esthétisme. In other words, sensation. Les sensations. And here I'm reminded of that primal scene in Fanon's Black Skin, White Masks, where he's walking down the street in Paris and is identified shockingly for him and traumatically as a black man, as a child points to him in the street. Et là, ça fait penser, j'en pense à cette scène primordiale dans peau noire, masque blanc, masque non, où Fanon s'est fait identifier par un homme noir, par un enfant dans la rue parisienne. And at that moment, the description in the text is all about the knotting in his stomach, the sensations he's feeling, the pavement under his feet, the heat, the physical experience of being in the city.
Et là, il parle surtout de l'expérience physique d'être dans une ville, c'est-à-dire la température, la chaleur, les sensations dans son estomac. And to follow on from Jörg's idea of being creative in an urban space, I think I would ask you also to deal with the walk we do later on as an aesthetic experience. Jean-Michel provided a very nice context when he talked about the typical way journalists come into this part of Paris with an agenda. And they fulfill the agenda, and they find what they know they're going to find, what they see. Alors, John vous propose de voir et de vivre la promenade qu'on va faire comme une expérience physique. Il a en tête ce qu'a dit Jean-Michel hier sur la façon de vote des journalistes qui arrivent en ville à Saint-Denis, en banlieue, et trouvent ce qu'ils cherchent. I know very little. I'm very displaced in this area. I know very little. I don't speak the language. I'm sort of lost. I'd be lost without all of you if I was left here. For me, it's a very physical experience. I wandered around a bit. And, yeah, Karen. Alors, John a l'impression d'être un peu déplacé. Il manque d'abord des outils linguistiques pour survivre dans l'espace. Donc, sans vous, il serait complètement perdu. Et il s'est un peu promené hier dans le quartier. And for you, I think this might be an interesting experience to leave your academic jackets behind and to open your ears and eyes and look at the skin of the city where we're going to take you. Et donc il vous propose en fait de laisser laisser dans la salle nos conceptions académiques de la banlieue et pour bien sentir, vivre, mettre sur le dos la peau de la ville. I don't know what will happen. Il ne sait pas ce and I don't care. Et ils s'en foutent. Okay, so a bit of context. So some questions I've asked myself as a photographer over the last few years is how to photograph, first of all, cities. Alors, il s'est posé quelques questions ces dernières années en tant que photographe, et la première, c'est comment photographier les villes. How do we move through cities? Comment est-ce qu'on se déplace dans les villes? And at the moment I'm working on two major projects. One is this project, which is a stationary project in one place. Alors, il travaille en ce moment sur deux projets. Le premier, celui-ci, qui est un projet fixe, immobile dans la ville. The other project is all about movement and moving through the city along certain routes. Et le projet surtout à propos de mouvement dans la ville, et de déplacement dans la ville. Equally important for a photographer is where do we find stillness in cities? Et l'autre question qu'il se pose, c'est où se trouve l'immobilité, merci. L'immobilité dans la ville. And what does stillness mean in our continuous transit through and between public, marginalized and increasingly corporatized urban spaces? Et que veut dire l'immobilité dans le contexte de l'environnement urbain défini par marginalized spaces, public spaces and corporatized. Donc des espaces marginalisés, des espaces publics, mais aussi des espaces de plus en plus corporatisés, appropriés pour les corporations. What meaning does stillness have in relation to the flows of urban spaces? Que veut dire l'immobilité dans le contexte des flux urbains? Flows which, at least in London, I don't know about Paris, stillness becomes highly suspect in the city under surveillance, stopping for too long between shops. Je crois qu'ils ont compris. Que veut dire l'immobilité dans le contexte de l'environnement de plus en plus surveillé, où s'arrêter devient suspect?
in the context of my own photography, this has led me to address features of the urban space that connect or separate. Alors, ces questions ont amené John à s'intéresser aux environnements, aux endroits dans la ville qui séparent ou qui met en rapport. Squares, canals, thoroughfares, rivers, crossings. Les plages, les carrefours, les canaux, les fleuves, les rivières, les points de traverse. And I've been particularly drawn to the symbolism of concrete and bridges. Et il s'est attiré en particulier par le symbolisme des ponts et du béton. Bridges, because they connect separate parts of the city and distinct populations. Les ponts parce que il met en contact des quartiers séparés distincts de la ville et aussi de leur population. But also because bridges offer the opportunity to me of interrupting their transit. Mais aussi parce que les ponts offrent l'occasion d'interrompre ces moments de transit. And creating temporary situations where encounters can take place. Et mettre en place des situations temporaires où on peut faire des rencontres. Where dialogues can take place. Et des dialogues. And why concrete? Et pourquoi le béton? Because it is a material that is ambivalent about its symbolic modernity. Parce que le béton, c'est surtout un matériau dont assez ambivalent en ce qui concerne la modernité que symbolise. Its gesture of utopian democracy. Il y a à la fois un geste d'utopie démocratique. The artisan processes involved in its production. Et les processus artisanaux dans sa production. Using clay, chalk, gravel. En utilisant beaucoup de matériaux, de matières premières, la craie, les graviers et le clay, Clay, you make pots. L'argile. Iron and steel. Le fer et l'acier. And the consequent process of weathering and skin-like decay. Et le processus de décrépitude qui ressemble à la décrépitude de la peau humaine. All of these would, for me, mark concrete structures as something other than Auger's non-places. Et donc, pour John, les structures en béton deviennent autre chose que des non-lieux. Something other than the smooth, reproducible surface of modernity Barthes found in plastic. Ce sont loin des surfaces lisses et reproductibles que Barthes a trouvées dans la plastique, en mythologie. The longer I spend photographing, and I've been doing this project since 2011. C'est un projet qu'il fait depuis 2011. The longer I spend under this bridge in East London, plus il passe du temps sous ce pont dans l'est londonien, the more I see such spaces as places. Plus il voit ces espaces comme des lieux. Subject to time, history, and the seasons. Sujeté au temps qu'il fait, aux saisons. As places malleable to human presence. Il les voit comme des lieux qui peuvent être formés par la présence humaine. Such places are heavy with these things. Ces lieux sont pleins de ces choses.
but also transcendent because their medium is light. Mais les transcende aussi parce que le médium, c'est bien la lumière. Concrete is a fluid reflector. Sorry about this. It's a fluid reflector and diffuser of light. Le béton, c'est bien les Olympiques, la traduction. Le béton reflète en même temps qu'il rend diffuse la lumière. A light whose hue and color saturation follows the seasons. C'est un matériau, le béton, qui prend et qui reflète la lumière des saisons. Sometimes a marine light. Sometimes, well, if you spend long enough there, you go crazy. Des fois, une lumière qui est sous-marine. Sometimes parchment. Des fois, comme un parchemin. But always skin. Mais toujours comme un peau. So that's London for me, and this is Paris. So all that's left for me is to invite you to join us for this little walk, to go and sit or stand or do whatever we like for a few minutes in a transit place near here, which I walked through yesterday, which it fills the senses with light, shadows, sounds, railways, trains passing overhead, and we'll see what happens. And I'd be interested, of course, to hear your impressions. I don't even know if I'm going to take any pictures, but we'll see what happens. So that's it. Donc la première partie de la balade, ce sera d'aller à un endroit que John a visité hier, qui n'est pas trop loin d'ici, une espèce de point de transit. C'est un pont, sous un pont, et d'y passer un moment, d'écouter, de vivre un peu ce qui se passe à cet endroit. John n'est pas très sûr s'il va prendre des photos, mais on va surtout discuter, écouter, respirer un peu l'endroit. So let's do it.